interrogation à la fois de l'opinion publique, mais également d'un certain nombre de juristes, d'avocats, de juges, d'experts sur la pertinence ou pas de cette, on va dire, de cette loi sur l'irresponsabilité pénale. Et avant même le questionnement, il y avait eu une mission qui avait été confiée par la précédente garde des Sceaux, Nicole Belloubet, mission sur cette réforme de l'irresponsabilité pénale. Et il nous a semblé intéressant, puisque finalement la réforme est très récente, de revenir peut-être quand même sur l'historique à la fois de la réforme, mais aussi de cette mission et des enjeux qui lui avaient été confiés par Madame Belloubet. Et pour cela, donc c'est ce qu'on a appelé les enjeux de la réforme, nous avons deux intervenants. Philippe Houillon, avocat au barreau du Val d'Oise, ancien parlementaire, et on a beaucoup parlé de vous, mais ce matin sur une autre casquette qui était la mission Outreau. Puisque, on le sait, suite à la mission Outreau, notamment en ce qui concerne les expertises, un certain nombre de dispositions ont été modifiées sur la place de l'expert. Là, c'est la casquette de l'homme qui a, avec Dominique Rimbaud, mené cette mission sur l'irresponsabilité pénale, dont d'ailleurs, mais vous nous le direz, un certain nombre de préconisations n'ont peut-être pas été suivies ou peut-être par le législateur. Et vous serez accompagné d'Edmond Claude Fréty, avocat au barreau de Paris, qui lui aussi avait été entendu dans le cadre de cette mission et qui, par ailleurs, en tant qu'avocat, plaide aussi beaucoup, aussi bien à la Chambre de l'instruction que devant les cours d'assises. Et suite à cette réforme, il est évident que les rôles de chacun, Chambre d'instruction et cours d'assises, vont vraisemblablement être modifiés. Et nous parlons ensuite, bien sûr, à la fois de la place de l'expert sur la méthodologie en ce qui concerne les personnes atteintes de troubles mentaux et enfin les leçons de l'affaire et peut-être les modifications des rôles de chacun. Ce sera la dernière table ronde suite à la réforme de cette loi du 24 janvier 2022. Je donne donc peut-être tout de suite la parole à Monsieur Houillon et ensuite à Edmond, ou comme vous le souhaitez, mais je pense que vous êtes d'accord. Et je voulais juste vous dire, après, il y aura des questions qu'on prendra peut-être à la fois dans le chat et dans la salle. Merci à vous. Bien, merci de me donner la parole pour quelques mots d'introduction cet après-midi, dont le titre est la réforme manque de discernement. Edmond Claude vous expliquera tout ça. Il a des tableaux, des trucs qui sont parfaitement opérationnels pour une séance de formation. Moi, je n'ai pas tout ça. Et donc, je laisserai bien volontiers vous exposer cela. Alors, manque de discernement, ça dépend un peu de quel point de vue on se place. Sur le plan juridique, judiciaire, probablement oui. Sur le plan politique, probablement non. Comment ça s'est passé ? En réalité, il y a eu, vous le savez toutes et tous, cette affaire Sarah Halimi, avec une grande émotion nationale. Et ça se passait en 2017. Elle a été un crime, elle a été défenestrée, enfin, un truc horrible, sur fond par ailleurs d'antisémitisme. Enfin, il y avait cette notion que portait notamment à juste titre la communauté juive de France, disant que c'était par ailleurs un crime horrible, mais par ailleurs un crime antisémite. Bon. Donc, il y a une procédure pénale et fin 2019, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris vient dire que M. Traoré, qui était l'auteur de ce crime, était pénalement irresponsable. Donc, à nouveau, grande émotion nationale, indignation. Et c'est souvent à la suite de cela que le politique étant interpellé et ne sachant pas trop quoi répondre, eh bien, ça se termine fréquemment par une loi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a très très longtemps, j'étais président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, je me battais contre ça parce qu'à chaque fois qu'il y avait un truc auquel on ne savait pas répondre, eh bien, la réponse, c'était une loi. Là, ça n'a pas été immédiatement le cas. Madame Belloubet nous a demandé à quelques-uns de travailler sur le sujet de la réforme éventuelle dans le cadre d'une mission. Il y a quelque chose qui est d'ailleurs assez symptomatique, je vais vous le lire. C'est une partie des termes de cette mission qui était un peu, peut-être, orientée et à peine de manière subliminale.
Voilà ce que nous écrivait la garde des Sceaux. Les termes de l'article 122.1 du Code pénal sont-ils satisfaisants? Une évolution législative sur ce point vous paraît-elle opportune, afin notamment d'exclure, soit de manière systématique, soit dans certaines hypothèses, la possibilité de déclarer l'auteur d'une infraction irresponsable en raison de l'abolition de son discernement, lorsque cette dernière résulte d'une intoxication volontaire. Donc, on voyait déjà à ce moment-là, même si c'était une question et pas une décision, on verra plus tard que finalement, c'en fut une, déjà à ce moment-là, donc, il y avait cette idée de nous conduire peut-être à commettre un rapport avec des conclusions disant à peu près ça. Bon. La mission, je salue le docteur Pénochet qui est là et qui interviendra tout à l'heure, était composée d'avocats, de magistrats, de psychiatres, bien entendu. Elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup auditionné tous les professionnels, on a interrogé toutes les chambres d'instruction de France, etc., etc. Et au bout du compte, on a conclu dans ce rapport qu'il ne fallait pas réformer l'article en question, donc 122.1 du Code pénal. Pourquoi est-ce qu'on a conclu ça? Je fais très court, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et que c'est beaucoup plus intéressant que moi et que mon Claude. Mais pourquoi est-ce qu'on a décidé ça? Pour deux raisons, l'une pratique, l'autre de droit fondamental, de principes fondamentaux. La raison pratique, c'est que tous les professionnels nous ont indiqué que depuis la réforme de 2008, c'est-à-dire le système que nous connaissions avant la réforme de 2022, eh bien, fonctionnait bien, que ça marchait bien, y compris les victimes, puisque vous savez, y compris pour les victimes, pardon, puisque vous savez que à peu près toutes les affaires venaient devant la chambre de l'instruction et que devant la chambre de l'instruction, un procès était organisé, ce qui avait été demandé précédemment, avant la réforme de 2008 par les victimes, parce qu'il y avait besoin de ce moment-là, de cet exutoire-là. Voilà. Donc nous avons conclu, ben non, il ne faut pas réformer, ça marche bien. Et puis, deuxièmement, pour une raison de droit fondamental, c'est-à-dire que dans notre droit pénal, il existe un principe fondamental qui est que l'intention doit exister au moment de l'action. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui nous a paru devoir être conservé. D'ailleurs, le législateur de 2022 a été prudent, d'où le fait que c'est une usine à gaz. Il a été prudent parce qu'il a eu peur que la loi, une fois votée, si elle était soumise au Conseil constitutionnel, eh bien précisément, le Conseil constitutionnel la déclare non conforme à la Constitution pour des raisons de sauvegarde de ce principe fondamental du droit pénal. C'était pas, alors encore une fois, c'est le fait divers, si atroce soit-il, c'est le fait divers qui a entraîné ça, comme souvent. Alors que ce n'était pas un petit sujet, cette affaire d'irresponsabilité pénale. Nous n'avons eu, et je ne sais pas si d'autres sont disponibles maintenant, mais que les chiffres de 2018, donc ça remonte quand même un peu, et on s'aperçoit à partir de ces chiffres qu'en 2018, donc, le parquet a classé sans suite pour cause d'irresponsabilité pénale pas moins de 13 495 procédures, 13 495 procédures, tandis que les juges d'instruction ont rendu pour la même raison 326 décisions de non-lieu. Mais c'était le fait divers, de la même manière que nous vivons actuellement un crime absolument atroce qui émeut toute la France et légitimement. Probablement, je ne sais pas, je ne suis pas voyant, mais probablement, je le disais à Edmond Claude tout à l'heure en aparté, pardon, avant que nous commencions, probablement on aura un débat sur qu'est-ce qu'il faut faire avec l'OQTF, puisque la personne qui est, semble-t-il, présumée auteur du crime était sous OQTF, donc probablement ça va faire réagir parce qu'il y a la mécanique aussi, c'est important de le savoir, vous savez comme moi, il y a la mécanique de la récupération qui se met aussitôt en place sur le plan politique et qui pousse par conséquent le pouvoir à donner une réponse, le pouvoir en place, qui le pouvoir en place n'en a pas de réponse, d'où la mécanique qui s'impose. Donc, la Chambre de l'instruction voit son arrêt d'irresponsabilité pénale
frappé d'un pourvoi en cassation. Je dois dire qu'il y a aussi un élément, aborderait peut-être docteur, il y a un élément important, c'est que devant la Chambre de l'instruction, on avait beaucoup d'experts qui s'étaient prononcés. Il y en avait un qui était le docteur Zaguri, qui avait conclu à, non pas à l'abolition, mais à l'altération, vous avez pu voir ça ce matin peut-être, à l'altération du comportement, du discernement, pardon. Et tous les autres, donc le docteur Zaguri conclut à l'altération, et il y a 2 collèges d'experts qui, eux, au contraire, concluent à l'abolition. Et la Chambre de l'instruction a tranché en disant nous estimons qu'il y a abolition. Et vous verrez que dans la nouvelle loi, précisément, il est dit que lorsqu'il y a une divergence dans les avis des experts, c'est la cour d'assises ou le tribunal correctionnel qui tranchera la question. Bon, ce qui promet, on n'a pas le temps, enfin, c'est des sujets qui mériteraient beaucoup de temps, on n'a pas le temps de développer ça, mais enfin, sûrement parmi vous qui pratiquent les cours d'assises, je ne suis pas sûr que l'irresponsabilité pénale soit maintenant souvent retenue. Bref, je vais en terminer en disant que parallèlement à ces conclusions, nous avons réfléchi à d'autres pistes sans les retenir, mais je vois finalement que le législateur de 2022 les a retenues. Les pistes, c'est quoi? C'est est-ce qu'il est, à partir du moment où il y a une irresponsabilité pénale, il y a quand même une grande émotion, il y a quand même des victimes, etc., etc., et indépendamment de la déclaration de culpabilité qui existait déjà, n'y a-t-il pas matière à créer un délit distinct, un peu façon mise en danger de la vie d'autrui, à partir du moment où on absorbe des substances qui permettent ou qui mettent dans un état tel qu'on commet des crimes ou d'autres infractions. On l'a pas retenu parce qu'on a considéré que même si ça méritait d'être expertisé, mais précisément ça méritait une réflexion distincte, que ça n'était pas dans notre mission et que par conséquent, il fallait retravailler là-dessus. Je constate qu'aujourd'hui, le législateur de 2022 a retenu cela, puisque comme vous le savez, on a créé un délit distinct qui va poser des problèmes d'interprétation en jurisprudence, mais enfin bon, un délit distinct de ce type. Sur les experts, on s'est aussi posé la question, est-ce que finalement, lorsqu'il y a une divergence, on doit aller devant la juridiction de jugement qui va trancher? On a considéré que non, parce que le rôle d'un juge, précisément, c'est de trancher, que c'est précisément ce qu'avait fait la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, dans la mesure où, en présence d'avis divergents, eh bien, elle avait retenu néanmoins qu'il n'y avait pas, qu'il y avait une irresponsabilité pénale. Enfin, il y a un sujet sur le, j'en termine, il y a un sujet pour te laisser la parole, bien entendu. Il y a un sujet sur lequel on était assez d'accord, c'est-à-dire qu'il faut donc que l'intention existe au moment de l'action. Ça, c'est le cardinal qui nous est guidé. Mais lorsqu'on prend des substances pour se donner du courage, on a considéré qu'il y avait comme un continuum d'intention et que même si le discernement était aboli au moment de l'action, pour autant, l'intention existait néanmoins, puisque précisément l'absorption avait été faite dans le but. Voilà. On n'a pas retenu ça non plus parce qu'on a considéré que c'était un peu compliqué à mettre en œuvre, puisqu'il faudrait apporter la preuve d'un tas de choses, mais notamment du fait qu'on absorbe volontairement avec l'objectif d'aller commettre une infraction quelle qu'elle soit, et on en est resté donc au principe cardinal de l'intention doit rester au moment de l'action. Je vous dis donc on ne l'a pas retenu non plus, mais le législateur de 2022, vous l'avez vu, l'a retenu. Ensuite, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui est tombé, arrêt de la Cour de cassation, donc sur pourvoi de l'arrêt de la Chambre de l'instruction de Paris, qui est tombé peu après que nous ayons déposé le rapport, ou concomitamment, et qui est venu rejeter le pourvoi en considérant par conséquent qu'il y avait une irresponsabilité pénale.
tout en disant que c'était un crime antisémite. Ça m'a un peu interrogé, parce que est-ce qu'on peut à la fois dire qu'on est pénalement irresponsable, mais en même temps que c'est un crime antisémite, ce qui suppose quand même une sorte d'intention. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une petite contradiction. Mais enfin bref, là-dessus, à l'issue de cet arrêt de la Cour de cassation, nouvelle émotion, et vous le savez, le président de la République a demandé, après que immédiatement après que la Cour de cassation ait rendu son arrêt, a demandé au garde des Sceaux de déposer un projet de loi qui est celui qui nous a amené à la loi de 2022, sur laquelle, je crois, tu as, comment t'appelles ça, un diapo, je ne sais pas quoi, qui est extrêmement précis et parlant. Et donc, je te laisse la parole avec une petite plaidoirie rentrée en ce qui me concerne, parce que c'est un sujet qui mériterait, encore une fois, beaucoup de développement, mais j'ai bien conscience d'avoir déjà été trop long. Oui, merci Philippe. Je ne vais pas moi rentrer outre mesure dans le détail de la loi de janvier 2022, puisque au vu des tables rondes qui vont suivre, je pense que tout va être détaillé. C'est pour ça que vous voyez apparaître un PowerPoint que Madame Dervieux connaît bien, ce que j'avais fait venir dans le cadre d'une formation pour mon association Cerveau Droit, qui est une association qui s'intéresse aux relations entre neurosciences et le droit. Et je n'ai pas eu le temps d'enlever les logos, mais c'est la raison pour laquelle ce PowerPoint est affiché avec un logo qui peut vous paraître un peu déconnecté du sujet du jour. Mais je ne vais pas rentrer dedans, mais quand même regarder un peu cette nouvelle loi rapidement au regard de la commission Houillon-Rimbourg, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer en tant que membre et dont je considère encore aujourd'hui les conclusions comme celles que nous aurions dû, que le législateur aurait dû respecter, afin de ne pas parvenir à une situation qui est que le régime de l'irresponsabilité pénale devient quelque chose d'absolument illisible, aussi bien pour les juges, et pourtant ce sont les premiers intéressés puisqu'ils doivent trancher la question de l'irresponsabilité pénale ou d'altération du discernement, donc de la diminution de cette responsabilité en termes d'appréciation de la peine, et puis les psychiatres qui se retrouvent tout d'un coup soit avec un pouvoir étonnant, c'est-à-dire de faire un travail limite qui est de l'ordre de la divination, à mon avis, en termes d'interprétation de ce qu'est le discernement au moment des faits, ou alors quelques moments avant les faits lorsqu'il y a intoxication, soit au contraire qu'ils se retrouvent dans l'angoisse d'être éventuellement d'un avis qui ne conviendrait pas à la juridiction, ou en tout cas à l'opinion publique, et où même l'opinion divergente en faveur de la diminution de la responsabilité prime sur un presque consensus sur une décision d'abolition du discernement et donc d'irresponsabilité. Donc, Philippe Houillon a parfaitement rappelé le contexte de cette affaire et moi j'avoue que je trouve important de marteler le fait que manifestement nos conclusions ne convenaient pas à l'opinion publique à ce moment-là, puisque la commission avait travaillé pendant 18 mois, il y avait eu vraiment un travail d'audition et d'écoute des gens qualifiés, experts, avocats, magistrats, juristes, professeurs de droit, etc. Et ces conclusions, on a eu l'impression qu'elles étaient un petit peu, pas passées sous silence, mais un peu décevantes par rapport au fait qu'elles n'allaient pas dans le sens d'une réforme qui aurait été finalement une réforme permettant un peu plus de pénaliser la maladie mentale. C'est ça la réalité. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la loi de 2022, elle a eu comme impact de rendre finalement beaucoup plus rare la décision de déclaration d'irresponsabilité avec une personne ayant un trouble neuropsychique, ayant donné lieu à une abolition de son discernement au moment des faits et qui est donc considérée comme irresponsable pénalement. Et comme on a voulu jouer à la fois avec le respect du droit pénal général, la théorie donc de l'intention, ce que nous appelons évidemment de nos voeux, mais en même temps satisfaire une volonté de responsabiliser entre guillemets le fou, on en arrive à une situation où, sincèrement, le problème de la réforme du 24 janvier 2022, c'est que c'est illisible. C'est que ça fait un certain nombre de situations où soit le droit n'est pas clair, on ne comprend pas très bien pourquoi il y aurait cette espèce de dualité procédurale entre chambre de l'instruction et juridiction intermédiaire pour statuer sur la question de l'irresponsabilité en cas de divergence entre experts. Et puis surtout, cette loi Dati qui avait quand même plutôt fait ses preuves, même si elle était née également d'un fait divers ayant
énormément secoué l'opinion publique, elle était quand même utilisée, bien utilisée. On proposait de l'améliorer sur plein de points précis de procédure. Et il faut quand même savoir que la procédure issue de la loi de 2008 est plutôt une procédure qui donne lieu à des audiences d'abord publiques, non pas à huis clos, c'est important, mais qui sont en fait souvent désertées par les personnes qui sont concernées, notamment par les parties civiles. Parce que c'est une audience qui est d'abord coincée entre un contentieux de nullité ou de fond et qui n'a pas forcément été adopté tel quel par les parties, mais c'est pourtant une audience qui existe où les choses sont débattues, où on a des experts qui sont entendus, où on a une possibilité d'avoir un débat contradictoire sur la question des charges suffisantes et éventuellement de la responsabilité ou de l'irresponsabilité pénale. Et quand on voit la réforme de 2022, on a l'impression que même cette procédure-là est devenue discréditée, est devenue suspecte, comme si en fait l'ensemble des audiences intermédiaires qui ont été créées en cas de divergence en particulier, était un endroit où, pour le coup, enfin le procès avait lieu. Parce que c'est ça la réaction présidentielle à l'arrêt de la Cour de cassation de la Chambre criminelle du 14 avril 2021, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un procès, comme si en fait l'audience de la Chambre de l'instruction telle qu'elle est organisée par la réforme de 2008 n'était pas véritablement une audience où les choses se passaient avec un temps de discussion, de débat, d'examen des expertises et de contradiction. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a une espèce de déformation de ce qu'est l'affaire Halimi, de ce qu'est la réanimie, de ce qu'est le travail de la commission et de réponse à des choses qui ne correspondent pas finalement à ce qu'a été la réalité du dossier tel que nous l'avons lu, regardé et tel que les débats ont lieu en réalité dans toutes les chambres d'instruction de France et de Navarre lorsqu'il y a une question d'irresponsabilité pénale qui se pose à l'issue d'une instruction. C'est important parce qu'aujourd'hui qu'on est peut-être un petit peu plus apaisé sur cette affaire-là, qui est évidemment d'une violence sans nom, mais comme toujours lorsqu'il y a un passage à l'acte délirant, le docteur Pénochet, qui était également membre de la commission, pourra vous parler de ce qu'est une bouffée délirante et de ces passages à l'acte-là. Le droit ne peut pas nécessairement répondre à ce qui nous sidère. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un passage à l'acte d'une telle violence que ça veut dire pour autant que derrière, il y a quelqu'un qui remplit les conditions de la responsabilité pénale, c'est-à-dire qu'il y a une culpabilité, une faute au plan légal, une volonté de violer la loi pénale et une imputabilité, c'est-à-dire une capacité à répondre de cette faute pénale et à être donc responsable pénalement. Or, on a beaucoup de déformations des faits ou du droit ou de ce qu'a été éventuellement cette affaire à l'origine de la commission Lyon-Rimbourg dans l'esprit, dans l'opinion publique, alors que lorsqu'on revoit aujourd'hui le rapport parlementaire qui a été fait notamment sur la question des éventuelles insuffisances de l'enquête, on se rend compte qu'il y a pas d'insuffisance d'enquête, il n'y a pas eu une absence d'investigation, qu'il n'y a pas eu de choses qui ont été faites ou mal faites du point de vue de l'enquête et du point de vue de l'instruction. On se rend compte par contre qu'il y a effectivement une vraie question de biais expertal, une vraie question d'interprétation de l'article 122-1 par l'un des experts en divergence, qui consiste à aller beaucoup plus loin que ce que sa mission lui impose, c'est-à-dire de répondre à l'existence ou non d'un trouble psychique ou neuropsychique, abolissant le discernement ou le contrôle des actes au moment des faits. Point barre. C'est la seule et unique mission de l'expert, et c'est déjà beaucoup. Et ensuite, il n'a pas à en tirer la conclusion, éventuellement, lorsqu'il a constaté, alors que tout le monde constate que cette bouffée délirante va impliquer une absence de discernement au moment des faits, à considérer que parce qu'il y a une prise de toxiques antérieurs, on doit à ce moment-là faire une lecture diagonale de 122.1 et aboutir à une altération, enfin une atténuation de la responsabilité, ce qui n'est pas de son rôle, mais du rôle du juge, et qui pour le coup vient en fait trahir la lettre de l'article 122.1, qui pour le coup lui n'a pas changé. Lorsque vous le lisez, ce n'est pas à l'expert de faire ce raccourci-là. Ensuite, vous avez également mis en exergue par ce rapport dont je vous retrouverai la date,
sur la question de l'enquête et la façon dont cette affaire a été, comment la police a pris en charge cette affaire-là dès l'arrivée des secours. Vous voyez également que l'une des explications aussi à la difficulté pour les parties civiles de se sentir écoutées, notamment peut-être liée à la capacité à discuter avec le magistrat instructeur. C'est certain que dans ces dossiers-là, il faut impérativement, compte tenu de la violence des faits, compte tenu de ce que ça apporte comme sidération pour les proches de la victime, il faut qu'il y ait une véritable capacité de dialogue entre le magistrat instructeur et les parties, notamment les parties civiles. Si éventuellement le dialogue n'a pas lieu, je ne sais pas de la faute, à qui c'est la faute, mais pour le coup, éventuellement, enfin, évidemment, ce genre de dossiers deviennent très violents à assumer. Mais pour l'affaire Halimi, il ne faut pas se mentir. L'affaire Halimi, à notre connaissance, l'audience a duré 7 à 8 heures. 7 à 8 heures sur un dossier de cette nature-là, ce n'est pas jugé par-dessus la jambe. C'est véritablement se poser des questions extrêmement complexes sur des faits complexes et ne pas, en fait, priver les parties et les victimes, les parties civiles en particulier, d'une possibilité d'avoir une audience consacrée à la situation vécue par leur mère. Donc, c'est assez curieux parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on lit la loi du 24 janvier 2022, on ne peut pas l'expliquer autrement que par ce sentiment qu'il fallait absolument éviter l'excuse du cannabis pour ne pas avoir à répondre pénalement de ses actes. Il fallait absolument trouver une réponse à des faits et trouver une parcelle d'intentionnalité lorsque, dans un dossier, manifestement, il n'y en a pas au moment des faits. Donc, on arrive à cette situation d'infraction autonome qui viennent compliquer la lecture de la situation d'irresponsabilité. Puisqu'on ne peut pas prendre l'intention au moment des faits, on vient en trouver une auparavant sur une intoxication volontaire ou une intoxication imprudente. Et puis, on vient même reprocher aux gens qui ont été déclarés responsables pénalement, éventuellement de l'avoir été une première fois déclaré responsable pénalement, et on en fait un cas de récidive éventuelle s'il y a un nouvel acte commis sous situation d'irresponsabilité liée à la prise de toxiques. Donc, on a vraiment glissé vers la pénalisation de la maladie mentale, qu'on le veuille ou non, et on rend suspecte l'expertise qui irait vers l'irresponsabilité plus que vers l'atténuation de la responsabilité, et on fait en sorte que la vraie personne irresponsable soit devenue finalement un cas assez exceptionnel, sachant par ailleurs que sur les 2 millions d'orientations faites par le parquet en France en matière pénale, nous parlons là d'une loi qui a été créée en urgence, alors qu'elle concerne 0,5% des 2 millions d'orientations faites par le parquet. Et puis, il y a plein de choses dont on ne parle pas, dont on parlait dans le rapport Houillon-Rimbourg, c'est la situation expertale, le manque de rémunération des experts. C'est-à-dire que ce sont des missions très complexes, très dures, et qui sont très mal rémunérées. Il y a très peu d'experts. Monsieur le docteur Pénochet pourra vous en parler plus facilement. Ce n'est pas du tout une profession qui est choisie, puisque lorsqu'on a fait 10 à 12 ans d'études, il est beaucoup plus simple d'exercer en libéral plutôt que d'opter pour l'expertise judiciaire. Et puis, nous avons véritablement des problèmes de consensus et de besoin de formation. Et nous avons des experts qui sont submergés de missions et à qui on pose des questions de la nature de celles qu'on a pu voir dans l'affaire Halimi, alors qu'elles sont éminemment complexes. Et puis, il y a une dernière chose qui, moi, me sidère aussi lorsque je regarde avec un peu de recul d'abord le travail de la commission que j'ai, moi, aimé faire avec Philippe Houillon et Dominique Rimbourg et d'autres magistrats et avocats, et le docteur Pénochet, c'est qu'on nous a quand même très bien vendu le Captagon. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Lorsque j'avais fait cette formation pour cerveau droit, j'avais fait venir, en complément du docteur Pénochet, le docteur Lebovici, qui est un addictologue, pour lui poser des questions notamment sur cette question-là. Parce que ce qui est certain, c'est que le coup du Captagon a été constamment martelé pendant toute la réforme de cette loi sur les responsabilités pénales pour nous parler du dangereux terroriste qui avale du Captagon pour tuer quelqu'un dans la foulée. Vous savez qu'on a jugé à Paris récemment les attentats de novembre. Ça a été un procès extrêmement long. Je ne suis pas sûr que dans le procès d'attentat, on ait beaucoup parlé de Captagon. Je crois qu'il ne faut pas non plus faire des lois sur des hypothèses qui sont quand même,
du coup assez inexistante en droit, où nous n'avons pas d'exemple de gens qui prennent du Captagon pour se retrouver abolis au moment des faits et tuer quelqu'un, avec la grande chance que le fait d'avaler une pilule de Captagon, on les rend incapables de commettre ce pourquoi aujourd'hui on vient leur dire qu'ils devraient être responsables pénalement pour une infraction antérieure, le fait d'avoir à dessein pris un toxique pour faire quelque chose. Si vous faites ça, il y a quand même de grandes chances que vous ne parveniez pas à grand-chose finalement en prenant du Captagon, et pourtant le Captagon est partout dans la circulaire, dans le décret, dans la loi, etc. etc. Donc, je vais très vite, je suis déjà trop long, je laisse aux tables rondes, notamment Mme Dervieux, qui a fait une critique de cette loi dans une note que j'ai trouvée absolument remarquable. Vous verrez à quel point, lorsqu'on fait mal du droit, lorsqu'on légifère en urgence, lorsqu'on veut répondre à l'opinion publique, lorsqu'on ne veut pas apaiser les choses, et lorsqu'on touche à des pieds angulaires de droit pénal, on arrive à des incriminations qui n'ont ni qu'une tête, ou en tout cas qui sont impossibles à appliquer. À quel point on arrive, je vais vous le montrer dans une seule diapo, parce que je ne vais pas être plus long, à complexifier une procédure qui, pour le coup, par rapport à l'état antérieur, permettait au moins un vrai débat contradictoire. Là, on arrive à quelque chose qui est impraticable, et à quel point on peut finalement se retrouver avec une loi dont on ne sait pas très bien si elle survivra longtemps, une saisine du Conseil constitutionnel, mais en tout cas, des échanges que je peux avoir avec des confrères, avec des magistrats et avec des psychiatres, tout le monde, surtout dans la même situation par rapport à la loi du 24 janvier 2022, qui est de se dire comment est-ce qu'on va appliquer ça. Alors qu'auparavant, avec 122.1, ces deux alinéas et les dispositions du Code de procédure pénale uniquement sur la réforme de 2008 et sur la naissance de la Chambre de l'instruction, au moins, on essayait de répondre à la plupart des faits, à la plupart des situations de saisine sur les questions de la démence. Et puis, il y a peut-être une part, à mon sens, d'humanité dans laquelle le droit ne peut pas aller jusqu'au bout des choses et trouver des réponses à des choses qui sont évidemment incompréhensibles pour des cerveaux équilibrés. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut tuer sa voisine de telle manière, avec autant de violence. Ça, c'est la part de folie. Et il y a un moment où il faut accepter le fait que les juges ne peuvent pas avoir des réponses pénales à des faits qui relèvent de la maladie mentale et donc du soin. Je vous montre juste la diapositive et j'en ai terminé. Là. Ça, je laisse le soin à Boris, notamment de venir détailler cela, mais vous voyez, ce sont les textes désormais créés. Les nouvelles infractions, les peines. Et vous voyez, aujourd'hui, voilà ce qui s'offre comme possibilité au juge d'instruction lorsqu'il se retrouve dans une situation où la question de l'irresponsabilité pénale peut se poser. C'est-à-dire que, alors que l'on devait améliorer l'existant, faire quelque chose qui devait répondre à la clameur publique, si j'ose dire, voilà à quoi nous sommes arrivés. Et encore, Madame Dervieux m'a corrigé tout à l'heure en me disant il nous manque encore une ou deux flèches. C'est vous dire si on a fait œuvre de qualité en réformant 122-1. Et lorsque je regarde les exemples étrangers sur lesquels j'ai pu me pencher un peu plus dans le cadre de la commission Houillon, les textes espagnols, italiens ou même la situation anglo-saxonne, lorsqu'elles intègrent le toxique dans la question de l'irresponsabilité pénale, parviennent toujours à des situations tellement complexes qu'à la fin, tout le monde veut revenir à une règle simple d'appréciation de quelque chose qui doit être nécessairement simple pour pouvoir être justement, grâce à l'office du juge, apprécié in concreto et avec suffisamment de finesse. Sinon, on parvient à des situations qui sont, tant pour le juge que pour l'expert, impossibles à régler. Voilà, j'en ai terminé. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et il n'y en a pas, en tout cas, pour le moment, par le chat. Est-ce que votre petit schéma sera transmissible aux participants? Il est tout à fait, mais je prendrai le soin de le corriger sous l'égide de Madame Dervieux, parce que pour le coup, je crois qu'il nous manque encore une ou deux flèches, et évidemment, je le mettrai à disposition sans difficulté, parce que je pense qu'on a tous besoin d'un petit VDB-Com désormais depuis la loi de janvier 2022. On vous remercie. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation des enjeux de la réforme. Et Madame Bernard, si vous voulez bien présenter le prochain intervenant,
Marc Schweitzer. Ah, pardon, il y a une question que je n'avais pas vue. Pardon, allez-y. Dans le micro qui est... Pardon, là. Oui, et docteur Paul Jean-François, psychiatre expert de la Cour d'appel de Paris. Alors, en fait, c'est plus un commentaire parce que effectivement, vous avez très bien fait ressortir les incohérences de cette loi qui finalement apparaît inapplicable, comme le fait de dire quelqu'un qui aurait avalé intentionnellement une substance dans l'intention d'avoir une abolition de discernement. Et vous avez bien fait de montrer que c'est impossible parce que sinon, il serait probablement incapable de commettre l'acte qu'il aurait initialement voulu commettre. Et ce qui montre un peu l'incohérence de cette disposition. Mais au-delà des textes qui sont inapplicables, il y a, je crois, une certaine ambiance qui se crée au sein de la société et qui se retrouve aussi dans les juridictions et dans les cours d'assises. Parce qu'après la loi de 2014, qui a quasiment obligé à retenir une atténuation de peine pour les personnes dont le discernement est altéré. Actuellement, on constate que beaucoup de juridictions utilisent la possibilité d'exception qui figure dans ce texte pour voire même condamner plus lourdement des personnes dont le discernement est altéré. Et pour des affaires qui sont antérieures à la loi de 2012, c'est-à-dire devant les cours d'assises actuellement, on constate déjà cette aggravation de la peine pour des personnes dont le discernement est altéré. Non, je n'ai pas de réponse particulière, merci de cette intervention. Juste pour compléter votre propos, nous avons regardé aussi s'il n'était pas utile, intelligent, dans le cadre de l'altération, d'abaisser la réduction de peine. Bon. Nous avons conclu que non, exactement pour les raisons que vous venez de dire, c'est-à-dire que ce serait une incitation peut-être bien, car connaissons la pratique, une incitation à ne pas retenir l'altération, précisément, ou à mettre, pour aller au-delà. Actuellement, c'est deux tiers, c'est ça. Actuellement, c'est 2 tiers. Demander de réfléchir, est-ce qu'on ne va pas réduire à moitié? Bon. Et on a dit non, parce que ça va être un motif, ou enfin, en tout cas, ça peut conduire à ne pas retenir l'altération, et donc à condamner plus lourdement la personne, parce que les jurés, par exemple, considéreront que la moitié se passe. Et tout ça s'explique par un besoin social de procès. C'est-à-dire que quand il y a une irresponsabilité, les victimes pensent, ou l'opinion publique plus que les victimes, parce que les victimes sont quand même associées, mais l'opinion publique pense que finalement, il n'y a pas de réponse. Voilà, il y a un tas de sujets postérieurs à la constatation de l'irresponsabilité pénale, c'est notamment le suivi des personnes irresponsables. Et là, il y a beaucoup de lacunes. Donc, on a fait beaucoup de propositions là-dessus, parce qu'on cite toujours l'exemple de la personne qui a commis les atrocités les plus terribles et que finalement, la victime croise dans la rue 1 an après. Bon, là, il y a des choses à faire, des choses à dire là-dessus. Il y a aussi un point, mais qui sera abordé dans les autres tables rondes, qui est aussi la question de la capacité d'être jugé. Pour le coup, notre droit règle la question, mais il faut aussi... Ce que je peux entendre aussi, l'argument sur la question de lorsque la Chambre de l'instruction finalement statue par une responsabilité pénale, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité lorsqu'on est partie civile. Mais il faut aussi entendre que juger quelqu'un qui a un trouble de cette nature-là au fond, ce qui est toujours possible, hein, puisqu'on peut très bien avoir une chambre d'instruction qui ne suive pas les experts et qui finalement renvoie, et on peut encore avoir cette question dans la juridiction de fond, vous le savez, tribunal correctionnel ou au cours d'assises. Il faut quand même être conscient de ce que donne une audience avec quelqu'un qui a un trouble psychique ou neuropsychique d'une telle ampleur. C'est-à-dire qu'il y a un moment, est-ce que véritablement on répond à quelque chose du côté des parties civiles lorsqu'on a une audience où on a quelqu'un qui est manifestement, enfin le terme n'est pas heureux, corrigez-moi docteur Pénochet au besoin, mais je dirais c'est pas quelqu'un qui est dément ou incapable d'être jugé.
il y a un moment, cette audience-là, parce qu'on a eu l'impression qu'il fallait absolument aller devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises pour avoir l'importance de ne pas juger en catimini, cette audience-là, est-ce qu'elle apporte véritablement un soulagement particulier aux proches de les victimes? C'est pas évident. Ça aussi, c'est une question qui doit être posée lorsqu'on envisage autant une telle complexification du régime de l'irresponsabilité. Vous avez soulevé un point très important qui est la capacité à comparaître, parce que dans les juridictions américaines, c'est une question qui est souvent posée sur la capacité du sujet à être jugé, à comparaître devant une cour. Actuellement, certaines chambres de l'instruction posent la question à l'expert avant l'audience de la chambre de l'instruction sur la capacité du sujet à comparaître devant la chambre de l'instruction. On peut imaginer que aussi devant les juridictions de cour d'assises, qu'un sujet véritablement atteint d'un trouble psychiatrique majeur, que la juridiction puisse demander à un ou à des experts de se prononcer sur sa capacité à comparaître. Et là, s'il est dans l'incapacité d'être jugé, quelle que soit la décision, le jugement sera différé. Je ne sais pas ce que ça va donner comme longueur de procédure. Merci beaucoup. Nous allons accueillir donc l'intervenant suivant, Marc Schweitzer. Est-ce que vous souhaitez… Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous avoir écouté et de présenter le docteur Marc Schweitzer. Il va vous traiter d'un sujet dont quelque chose de très grave. C'est la méthodologie d'expertise psychiatrique. Alors, Marc, je te souhaite vraiment bon courage. Donc, Marc est psychiatre, expert de la de Paris. Je te laisse compléter. Merci de ces bons images. Je remercie la PNJ et sa présidente. Merci. De m'avoir associé à la programmation de ce colloque consacré, il faut le répéter, l'expertise dans le procès pénal, une vérité douteuse. Alors, la place de l'expertise fait régulièrement l'objet de colloques, mais celui-ci a la particularité de se tenir après l'adoption de la loi du 24 janvier 2022, adoptée dans un contexte d'urgence. Cela vient d'être rappelé. Et là, nous pouvons dire que nous sommes probablement entrés dans une nouvelle phase de la pratique expertale, dans un contexte de difficultés croissantes liées pour partie à la démographie des experts. Je le dis, ça a été répété, mais je n'alimenterai pas la martyrologie de l'expert. Alors, des remarques seront à développer autour de la vérité et du doute, un peu plus tard dans cet exposé, comme ça a été fait dans les intervenants précédents, car la référence à la vérité douteuse, telle que ceci apparaît dans le titre, susciterait quelques malaises si l'on ne prenait pas en compte la dimension métaphorique du propos. Donc l'expertise, dans sa contribution, sa validité à la construction d'une vérité, reste une interrogation, mais de quelle vérité s'agit-il? Alors, Marianne Bernard m'a présenté un psychiatre, praticien hospitalier, oui, adulte, enfant, avec une formation complémentaire de psychologue et un doctorat qui va avec, bien entendu, et l'inscription, je tiens à le dire, sur la liste des psychiatres et aussi sur la liste des psychologues de la Cour d'appel de Paris depuis un certain nombre d'années. Et un doctorat de droit a permis d'ouvrir de nouvelles orientations et de nouvelles centres d'intérêt théoriques. Et la participation à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de la Cour d'appel de Paris me permet encore d'élargir un certain nombre d'interrogations sur la pratique de l'expertise, telle que je la vois fonctionner. Alors, l'expertise, avant d'intervenir c'est de répondre au sujet qui m'a été proposé, a une histoire. Je ne vais pas la rappeler parce que c'est une histoire en construction, mais on ne peut pas vraiment développer les questions qui nous réunissent aujourd'hui sans avoir à l'esprit que toutes ces questions ne sont pas nouvelles et qu'elles se retrouvent à différents moments de l'histoire de notre discipline, de la psychiatrie et de la psychiatrie légale. Donc, parler devant des magistrats et des avocats à propos d'expertise ressemble à un pari fort hasardeux. Je vais tenter de le faire et je parle sous le contrôle des psychiatres experts présents dans cette salle et je les remercie. Alors, l'histoire de la psychiatrie, au moins dans la période de l'aliénisme, donc bien avant qu'elle ne se constitue
comme une spécialité médicale est intimement liée à l'impact de la criminalité au début du 19e siècle, avec la contribution, il faut le redire, d'un certain nombre de médecins qui se sont impliqués dans l'approche de la folie du mouvement asilaire, amorçant ainsi la construction de ce qui deviendra peu à peu l'expertise et le traçage de la figure de l'expert. Alors, dans la première moitié du 19e siècle, de très nombreux traités de médecine légale ont été publiés, je ne vais pas les énumérer, ça n'a pas vraiment de sens. Pourtant, dans l'un d'entre eux, Gall, 1810, reconnaissait, je le cite, l'existence d'aliénation intermittente, partielle et raisonnable. Les débats seront donc rapidement dominés par l'importance de la place occupée par la monomanie homicide, la folie partielle et d'autres noms techniques qui jalonnent l'histoire de notre discipline. Alors, bien sûr, on retrouve de nombreux ouvrages sur la responsabilité pénale des aliénés dangereux, celle des malades mentaux criminels. Je rappellerai quand même deux dates, la création des Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 1829, et celle, tout début tard, après coup, les Annales médico-psychologiques, 1843, et vous retrouverez tous dans ces deux revues, et pour les Annales médico-psychologiques, leur parution continue, vous trouverez toujours ces articles, princeps, qui émaillent notre histoire de la psychiatrie et de la psychiatrie légale. Alors, dès la première partie du 19e, on ne peut que souligner à quel point les options théoriques et politiques des professionnels interfèrent avec l'approche de la folie et le crime de sang. Rappelons une situation historiquement connue, mais on a quand même un petit peu oublié avec le temps, c'est la situation de Pierre Rivière au tout début du premier tiers donc du 19e siècle, qui illustre diverses conceptions et perceptions de son état mental par les médecins qui l'ont examiné. Donc Pierre Rivière, triple homicide, avait été condamné à mort. Et pourtant, alors que son pourvoi avait été rejeté, il faut souligner ici le souci d'un certain nombre de médecins qui ne l'ont pas connu lui-même, mais qui ont été alertés par les médecins qui l'ont examiné. Donc, cette fois-ci, ce sont des médecins parisiens et certains universitaires, ont eu l'audace, le courage, je ne sais pas, l'honnêteté, la volonté d'adresser au roi Louis-Philippe un mémoire dans lequel ils exposent l'état mental de l'intéressé au moment des faits, en caractérisant toute sa dimension aliénante et la singularité au regard des faits commis. Ainsi, cette démarche permettra à Pierre Rivière d'échapper à la peine capitale en raison de son aliénation mentale. Donc nous sommes vers 1835. Donc l'expertise n'était pas encore née telle qu'on la connaît maintenant, mais les aliénistes, il faut le dire, rédigent des rapports sur l'état mental des criminels, rapportent des éléments cliniques constatés dans des observations très longues, très nourries, très détaillées. Et le rapport d'expertise, au sens où on le constate, on le attend dans les procédures, amorce ainsi une histoire, prend forme jusqu'à dégager progressivement les rubriques qui vont apparaître indispensables par la suite. Ainsi, on pourrait être déjà posé des jalons pour une histoire de l'expertise, d'autant que l'expertise psychiatrique a beaucoup changé, et je dirais même qu'elle n'a pas seulement évolué, elle s'est complexifiée. Je voudrais ajouter une parenthèse à ce stade-là, c'est qu'on relève aussi l'extension du rôle récent de l'expert du fait de la multiplication d'un certain nombre de situations voulues par le législateur qui va impliquer l'expert, le psychiatre expert, dans des procédures qui concernent un ensemble d'actes délictuels, mais aussi des procédures liées d'aménagement de peine. Alors, si nous reprenons rapidement les étapes de l'évolution historique de l'expertise, il faudrait dégager des éléments cliniques, c'est-à-dire des symptômes et diagnostics, qui vont donner un sens à ces évolutions. Puis, dans un second temps, voir comment tout ceci va induire la méthode adoptée par l'expert pour répondre à sa mission. Alors, je ne reviendrai pas sur Marc Aurèle, la loi Divis Marcus et l'ordonnance criminelle de 1670. Ce sont des données que l'on aime relire, mais qu'il ne faut pas perdre de vue, qui s'inscrivent bien dans une dimension d'histoire et d'historicité. Donc, à partir du code de 1810, la question de l'irresponsabilité se réduira à l'application ou non de l'article 64, c'est-à-dire de savoir si l'état de démence au moment de l'action pouvait être retenu. Un certain nombre de dispositions ultérieures, l'article 463, va déjà introduire les circonstances atténuantes. Les lois de juin 1824, d'avril 82 vont étendre cette question des responsabilités, des circonstances atténuantes et des responsabilités atténuées, mais je ne vais pas m'appesantir sur ces passages-là.
En fait, l'irresponsabilité pénale permettait d'échapper à la guillotine, il faut le rappeler, et l'accès à l'asile d'aliénés était vécu déjà à cette époque comme une échappatoire, et pour certains n'ont pas hésité à le dire, une impunité psychiatrique pour beaucoup. Rappelons qu'un arrêt de la Cour de cassation de 1885 avait explicitement posé le principe de l'atténuation de la peine en cas d'altération du discernement. Cette thématique sera reprise ultérieurement. Changera de siècle, bien sûr. On rappellera qu'au début du XXe, la circulaire Chaumier a mis à nouveau en avant le recours à de possibles circonstances atténuantes. L'expert psychiatre pouvait les faire valoir, et cette situation s'est ainsi prolongée jusque dans les années 1980, durant lesquelles les critiques portant sur l'article 64 ont été récurrentes, ainsi que les projets de réforme du même article 64. Donc, au cours de cette période, l'affirmation d'état de démence prévalait pour l'application de l'article 64, mais la difficulté, il faut le dire maintenant, à parvenir à une définition exacte du terme démence, comme cela fonctionnait dans le code pénal, en raison de la multiplicité des diagnostics en question, relevés, était manifestement apparu et devenait difficile à traverser. Donc, le terme démence est devenu désuet, il a donc été balayé au profit de celui d'anomalie mentale ou psychique, qu'il convient maintenant de décrire avec précision. Pourtant, en dépit de ces évolutions conceptuelles, la référence à la notion de démence persistera longtemps dans le code pénal, ainsi que dans les questions qui étaient celles de l'expertise psychiatrique du moment. La loi du 22 juillet 92 donc, a abandonné cette notion de démence, focalisant désormais l'intervention de l'expert sur le discernement, avec de possibles abolitions, altérations en relation avec la recherche d'anomalies mentales ou psychiques. Et depuis cette période, 1994 maintenant, les débats ont porté sur cette distinction entre abolition ou altération, mais les débats ont moins porté sur cette notion de contrôle des actes qui vont bien sûr conduire à des divergences de point de vue des experts. La loi du 25 février 2008 sur les responsabilités pénales a donc mis fin au non-lieu judiciaire, mais elle a aussi instauré dans le corpus procédural des mesures de sûreté, surveillance judiciaire, mesures de rétention, ainsi que l'expertise de dangerosité, dispositions qui vont accentuer les attentes dirigées vers le psychiatre expert et le mettre un peu plus au devant de la scène. Enfin, la loi du 24 janvier 2022, adoptée dans le contexte que l'on sait et qui a été rappelé, crée une situation nouvelle qui va donc être développée tout au long de cet après-midi, bien sûr. Donc, nous retiendrons de cette brève présentation qu'elle aura induit chez les psychiatres et les experts un mode de réflexion qui va se modifier et va modifier nos approches de la maladie mentale et de la responsabilité pénale. Alors, le temps de l'expertise, et le sous-titre de l'intervention qui m'a été demandé, c'est « Méthodologie de l'expertise psychiatrique ». En fait, Marie-Hélène m'a demandé de faire état de la boîte noire de l'expert, de voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire et comment elle fonctionne, en sachant que la boîte noire n'aurait pas révélé ses secrets immédiatement maintenant. Alors quand même, Marie-Hélène, sans entrer dans le débat épistémologique entre méthode et méthodologie, la notion de méthodologie va reposer sur l'analyse des éléments de langage et l'approche critique de l'épistémologie. De mon point de vue, la méthode dans sa globalité, c'est la manière de mener une action et va reposer donc sur un ensemble de données, de règles qui s'appliquent à un champ particulier. Et ce matin, plusieurs experts se sont attachés à faire valoir la méthode qu'ils utilisaient pour rendre compte du raisonnement qui avait été le leur dans le rapport qu'ils ont rédigé. Donc aussi, l'expertise psychiatrique me paraît correspondre plus à une démarche plutôt qu'à une méthodologie. Alors, démarche individuelle, sûrement, la démarche individuelle de chacun d'entre nous, experts, et en même temps, démarche avec ces caractéristiques que je vais développer. Alors, la référence à une méthodologie, comme tu appelais à me pencher dessus, Marianne, suppose qu'il en existerait une particulière, propre à l'examen psychiatrique, durant l'expertise. Donc, cette spécificité de la méthodologie aurait pu se construire avec le temps, avec l'histoire, comme on vient de le voir dans des références ponctuelles. Elle aurait pu être validée par un corpus de professionnels concernés par la pratique de l'expertise et surtout être, dans la réalité, reprise par ces mêmes professionnels dans leur pratique de l'expertise. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Il en est de même avec les échelles, actuarielles ou non,
et les tests ou examens neuropsychologiques. Donc, chaque expert a sa méthode. Il peut en rendre compte et il devrait pouvoir en rendre compte lorsqu'on le lui demanderait. Donc, l'intervention de l'expert psychiatre est perçue par beaucoup de professionnels comme un entretien, mais qui n'est pas libre, un examen, cette fois-ci, mais dont la finalité va faire écho aux questions d'une mission qui borde les contours de cet examen. Et donc, l'expertise psychiatrique est un examen psychiatrique. Et tout au long de cet examen, il va osciller et passer d'un pied à un autre en recherchant des anomalies mentales et s'interrogeant sur la question du discernement. Donc, cet examen va être sur 2 pieds et va être dans une temporalité de 2 pieds, anomalie mentale, point d'interrogation, discernement, point d'interrogation. En fait, la technique utilisée va dépendre des options de l'expert, notamment en ce qui concerne sa relation, la relation avec l'autre et la personne examinée. Projetons un sujet, je vois encore des collègues qui parlent du sujet, ou encore d'une personne, bien sûr, ou tout simplement d'un homme ou une femme, ou encore d'un enfant et d'un adolescent, par exemple. Donc, plusieurs approches restent possibles, mais il est utile que l'expert ait suffisamment travaillé sur lui-même pour analyser ses propres réactions et éventuelles contre-attitudes face à une personne qui est supposée avoir commis un acte criminel. Donc, il y a bien sûr cette notion d'examen tel que nous sommes convoqués pour y procéder, et en même temps, quelque chose de très particulier dans la dynamique de l'examen, c'est-à-dire le ressenti, je ne dirais pas l'émotionnalité de l'expert, mais ce que l'expert est amené à penser à titre personnel, au-delà des conclusions qu'il est en train de construire. Donc, je voudrais rappeler 2 éléments de réflexion. C'est d'une part la spécificité du cadre de l'expertise et les formes et les objectifs de l'expertise. En termes de spécificité du cadre, il faut insister là-dessus, me semble-t-il. L'entretien de l'expert, l'intervention, s'inscrit dans un contexte de contrainte de la pensée. La pensée de l'expert est contrainte, il faut le dire. Elle ne correspond pas à une évaluation en rapport avec une finalité thérapeutique immédiate qui, elle, est familière au psychiatre dans son exercice professionnel quotidien. La situation de mission d'expertise place l'expert dans un raisonnement particulier auquel il connaît les limites, mais dans lequel il s'engage. Donc, il s'agit d'un entretien qui se tient, bien sûr, souvent en détention, avec une finalité propre, alors selon des modalités de directivité pour certains collègues, avec un questionnaire très, très fermé, semi-directif pour d'autres. Mais moi, j'opte plutôt pour un entretien dynamique, surtout si la personne ressent quand même le besoin impérieux de s'exprimer, mais ceci est très variable. Donc, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, de mon point de vue, enfin d'enfants mineurs, l'expertise comporte des invariants. Et je crois que tous les collègues présents seront d'accord sur ces invariants. Le problème n'est pas de les énumérer, ce que je vais faire, mais c'est comment on les fait fonctionner dans la pratique de l'expertise et quels éléments d'interprétativité ces invariants vont donner lieu dans la suite. En termes d'invariants, on rappellera des éléments de biographie, les antécédents médicaux, chirurgicaux, la situation sociale de l'intéressé au moment des faits. Tous ces éléments-là seront à explorer. Il faut du temps, en les articulant dans 2 axes. 2 axes, en recherchant, bien entendu, des possibles anomalies mentales ou troubles psychiques, et surtout, quelle est leur incidence sur le discernement de la personne au moment de l'acte incriminé. Rappelons quand même que l'ensemble s'inscrit donc dans une temporalité de faits reprochés. L'examen, lui, intervient au décours de ces faits, et parfois très à distance des faits commis, dans des remaniements psychiques et mémoriels possibles et des possibilités de reviviscence traumatique. Donc l'entretien apparaît comme un passage obligé qui va tendre à explorer les modalités de la vie psychique d'une personne, son rapport à la réalité et au monde, sans pour autant qu'une méthode spécifique soit préconisée. L'important, c'est cet entretien, la dynamique de l'entretien, en sachant qu'il y a des impératifs qu'il faut explorer, et cet entretien, bien entendu, reste finalisé sur une mission et des missions. Alors, juste une parenthèse sur les missions, il en était question ce matin. Alors, bien sûr, on connaît tous les questions posées à l'expert psychiatre, mais il faut quand même rappeler que ces missions peuvent varier d'une juridiction à une autre, même au sein d'une même cour d'appel. Alors, bien sûr, il n'y a pas de grandes modifications dans la rédaction sur les questions, on va dire, centrales d'expertise, mais après, dans l'ensemble des questions qui suivent, il y a de grandes disparités dans toutes ces questions de l'émission qui nous sont confiées. Donc, en raison de notre dynamique de la rencontre qui s'engage,
le déroulement et la progression chronologique de chaque expertise va être différente selon l'expert, chacun devant s'adapter, je veux dire, au tout-terrain psychique avec son interlocuteur. Notamment, il va falloir tenir compte des éléments de réactivité de l'intéressé dans des entretiens qui parfois révèlent des surprises. Donc, cette notion d'adaptation de l'entretien et d'adaptation de l'expert à la dynamique de l'entretien me paraît essentielle pour pouvoir apprécier des éléments cliniques et d'évolutivité de la clinique. Alors, concernant les objectifs de l'expertise, donc ils vont interférer avec le recueil des éléments nécessaires. Donc, l'examen de l'intéressé ne saurait s'engager sans que soit précisé à la personne concernée la finalité de l'examen, et même soit précisé d'une interrogation sur son acceptation ou non de l'expertise, en précisant qu'elle est bien réalisée à la demande d'un magistrat. Alors, ce matin, il y a eu des commentaires faits sur cette mise en route de l'expertise et les refus de certaines personnes des expertises. Bon, on le connaît bien, mais il y a lieu d'expliciter clairement à la personne dans quelles circonstances un médecin vient vers lui pour un entretien qui n'est pas un entretien formel. Donc, la capacité à s'engager dans une dynamique d'examen est certes un élément moteur, mais peut aussi laisser la place à une véritable dissimulation ou distanciation par rapport à l'expert lorsque des aspects privés ou des faits sont parfois abordés. Notre expertise psychiatrique n'est pas un recueil d'informations factuelles, de souvenirs ou de références biographiques. Elle va tendre à appréhender les singularités du fonctionnement psychique individuel, la possibilité de troubles psychiques aux différents stades de leur évolution, en inscrivant dans la temporalité, c'est-à-dire avant, pendant et après la période concernée par les faits. Donc, l'expertise est aussi un élément de recueil d'informations et d'observations, mais cette fois-ci non commentées à l'intéressé. Et le travail d'expert va être aussi de rechercher un certain nombre de signes cliniques qui vont porter sur le discours même de l'intéressé, son comportement général, des attitudes particulières qui font écho à des éléments d'hallucination, qui vont caractériser des points cardinaux de certains troubles psychiatriques, les hallucinations, les pensées désorganisées, incohérence des propos, et au contraire des éléments très rigides dans un discours lisse, mais marqué par une certaine rigidité. Donc tous ces éléments-là font partie de l'expertise, même ils sont recherchés pour caractériser des données très spécifiques. Donc l'expert centrera sa démarche sur la reconstitution de l'état psychique, émotionnel et cognitif dans la période des faits, en recherchant tous éléments de sémiologie spécifique durant cette période réputée de commission d'actes incriminés. Alors, cette évaluation sera distinguée néanmoins de l'état psychique actuel au moment de l'expertise, qui, depuis les faits incriminés, peut soit s'être encore dégradé, soit au contraire restauré, si un traitement spécifique est en cours de route et poursuivi. Donc, tous ces éléments recueillis, livrés spontanément, notés du fait d'une observation aiguisée, n'ont de sens que s'ils s'inscrivent, et là c'est l'autre dimension de l'expertise, que s'ils s'inscrivent dans l'étude du parcours biographique, de la trajectoire existentielle de l'intéressé, en s'attachant à rechercher donc les singularités, les moments de rupture, qui ne sont pas seulement factuels, sur le plan de la vie affective, de la discontinuité professionnelle, les errances pathologiques, les antécédents judiciaires multiples. La recherche des antécédents médicaux et psychiatriques reste essentielle. Il faut bien s'appesantir dessus, même si je serai bref. Elle va s'attacher à préciser, à rechercher la précocité, l'ancienneté et la sévérité de certains troubles et va alimenter une étape ultérieure trop souvent négligée, le diagnostic différentiel. Donc, l'expertise psychiatrique repose donc sur un entretien, mais aussi sur la connaissance du dossier, communiqué à l'expert. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit là-dessus, en ayant bien connaissance de ces éléments-là. Bon. Pour les enfants et adolescents, d'autres éléments seront à recueillir et seront tout autant nécessaires. Alors, selon les situations, cela permet de connaître les modalités des premières expressions symptomatiques, morbides, et de préciser l'évolutivité des processus pathologiques, surtout en l'absence de soins spécialisés. Néanmoins, cet examen, à un moment donné, va traverser les faits et l'évocation des faits pendant cette expertise.
et un certain nombre d'entre nous estiment que les faits ne doivent pas être abordés d'emblée, car ceci renforcerait les défenses psychiques de l'auteur présumé. Donc, tout en écoutant la façon dont la personne aborde les faits, ou soit veut précipiter le récit ou même le refuse, l'expert aura dans un second temps la possibilité de s'appuyer sur un procès-verbal d'audition, le dossier pénal et éventuellement procéder à un second examen, non pas si son emploi du temps le permet, mais s'il considère qu'il doit revoir l'intéressé une seconde fois, et il faut parfois le faire et le souhaiter. Donc, l'autre dimension importante, c'est le discernement. Ceci a été évoqué, c'est un point non pas litigieux, mais un point précis imposé par la procédure maintenant. Alors, quelques mots d'éclairage sur le discernement. Donc, c'est un terme en usage depuis le XVe siècle, bien sûr, qui vient du latin « trier », en séparant. Et la référence au discernement prétend exprimer quelque chose de plus fin, de plus nuancé et subtil que le seul jugement. Alors, discernement, pour ceux qui ont fait de la théologie, et il est utilisé en théologie et en droit, et va devenir, au XVIIIe siècle, la faculté de distinguer entre les faits et les idées et de démêler les rapports entre les choses. Dans des travaux antérieurs, que je suis obligé de citer, nous nous étions attachés à déterminer ce que pouvait recouvrir cette notion de discernement, et elle nous paraissait, on avait souligné l'importance que c'était en rapport avec la volonté, l'intentionnalité d'agir dont il s'agissait, et que le discernement renvoyait à l'anticipation, ce qui est souvent rappelé. Donc, intégrer l'évaluation du discernement à l'analyse sémiologique dans le cadre de l'expertise revient à distinguer plusieurs séquences dans l'agir de l'acte criminel, et ce matin, cet après-midi, juste avant, ça a été repris d'une autre façon. On reviendra sur la volonté d'accomplir une action soit défensive ou offensive, la compréhension de la finalité à laquelle aboutit cet acte, homicide, féminicide, infanticide, le maintien de la conscience que l'acte ou sa finalité sont frappés d'interdits sociaux et moraux. Donc, pendant l'expertise, tout au long de l'entretien, et la prise de notes qu'il suppose, la clarté de l'esprit, du raisonnement de l'intéressé, la compréhension des oppositions va se repérer très rapidement et va constituer une représentation du discernement que la personne, qui est le sien dans son fonctionnement habituel. Alors, après les années 30, un déplacement s'est effectué dans l'expertise psychiatrique en privilégiant, en raison du développement de la psychologie et de la psychanalyse de ce qui s'apparut à cette époque, l'analyse des mécanismes de pensée, des niveaux de fonctionnement psychique et de la personnalité. Donc, il s'ensuit que psychiatres et juristes vont se satisfaire progressivement de cette notion de discernement qui circulait, rappelons-le, depuis 1885. Donc, il ne s'agit pas de décrire le discernement de la personne rencontrée, mais de se représenter les modalités habituelles de son discernement dans son évolution, dans son quotidien, avant d'en reprendre l'analyse au moment de l'acte. L'examen du discernement est devenu une composante essentielle, obligée maintenant dans la démarche de l'expert, et se fait toujours en deux temps, en quelques éléments ciblés au cours de les examens et une analyse des notes personnelles et des éléments du dossier lors de la rédaction du rapport. Alors, la rédaction du rapport et la discussion médico-légale sera mon troisième plan qui sera un petit peu plus court que les deux précédents. Et de mon point de vue, c'est plutôt là la vraie difficulté de l'expertise, c'est cette rédaction qui intervient après une longue délibération avec soi-même, que suppose la réponse aux questions de la mission. Donc, la rédaction du rapport suppose un cadre de pensée structuré et répond à un formalisme dans sa rédaction, sur lequel je ne vais pas m'étendre. Il convient de parvenir à une synthèse dans la cohérence, c'est le premier objectif recherché, sans omettre la clarté de la rédaction. Elle va nécessiter de s'appuyer sur un vocabulaire technique quand même propre à la discipline, à notre discipline, en évitant des interprétations et des hypothèses hasardeuses. Et il ne faut pas attendre du rapport d'expertise un lexique qui soit adjoint, comme on a entendu ce matin, qu'un lexique pourrait être adjoint à d'autres rapports d'expertise, bien entendu. Donc, après la rédaction des éléments biographiques, la synthèse des examens psychiatriques, la discussion médico-légale prend toute son importance et doit déboucher sur des éléments de construction vers les réponses qui ont été posées. Donc, l'important sera de mentionner dans le rapport comment
en quoi et dans quelle mesure l'existence de troubles psychiques est venu interférer avec le discernement lors de la situation incriminée. Donc, la lecture des rapports d'expertise établis au cours des époques antérieures apporte des éléments cliniques, historico-sociétaux. Il nous renseigne également sur l'évolution des pratiques professionnelles et sur les présupposés des experts. D'où cette interrogation pour soi-même. Y a-t-il vraiment une transformation de l'irresponsabilité pour trouble mental au cours du temps, ou seuls les mots qui désignent le trouble mental ont-ils changé et continuent-ils à changer? Certes, le législateur a souhaité prendre acte de l'évolution des connaissances scientifiques et substituer à la démence la référence aux troubles psychiques ou neuropsychiques, changement de vocabulaire qui s'avère de peu d'effet sur la pratique des juridictions. Ce sont plutôt les critères cliniques, de mon point de vue, qui ont changé, ceux qui établissent le diagnostic par rapport à ceux qui privilégient le fonctionnement mental, produisant une meilleure approche thérapeutique. Donc, lors de la discussion médico-légale, il va être utile de récapituler l'état mental de la personne avant les faits, dans cette période qui précède la commission des faits. A-t-on affaire à une pathologie diagnostiquée et traitée avant les faits? Des failles du discernement peuvent-ils déjà être identifiées? Notons qu'une pathologie psychiatrique diagnostiquée, au moment d'un passage à l'acte, on peut être schizophrène et tuer quelqu'un en dehors d'un épisode délirant. Alors, depuis la loi du 24 janvier 22, le rapport aux toxiques et aux substances induisant une dépendance fait partie des informations de base à analyser. Bien sûr, avant, on s'en préoccupait, mais plutôt sur du mode de vie, des habitudes et de la façon de vivre la vie. Mais cette fois-ci, le dispositif introduit par la loi de 22 oblige à examiner la situation avec un soin difficile et précis si possible. Beaucoup de personnes ayant une addiction ancienne ne peuvent s'empêcher d'en parler, alors que des jeunes essayent plutôt de les dénier. Or, les liens avec le développement de certaines modalités symptomatiques, je pense à l'agressivité exacerbée, au ralentissement idéique, flou de la pensée, accentuation de l'interprétation, des processus d'interprétation, sont possibles avec les prises de toxiques. Il faut alors en rechercher leur relation, leur influence sur l'état psychique au moment des faits, si c'est possible et c'est nécessaire. Et pour certaines personnes, l'engagement dans les conduites addictives n'a plus la dimension ponctuelle ou anecdotique de l'expérience initiale, mais fait partie intégrante de la trajectoire existentielle et participe désormais d'un mode de vie constitué tout en minimisant les effets. Donc, la suite de l'affaire Mimi Traoré, ces questions donc ont pris une dimension nouvelle et ont contribué à contester, si ce n'est la démarche de l'expert, au moins ses conclusions par rapport à la question d'irresponsabilité pénale. Alors, j'avais prévu d'intervenir aussi sur un petit développement concernant l'expertise des mineurs, mais je ne crois pas que ce soit le moment, sinon me prolonger un peu trop. Enfin, je voudrais quand même souligner que les questions qui nous réunissent à propos des adultes ne doivent pas occulter les problématiques des adolescents et des mineurs, surtout dans le contexte, on va dire, de violence sociétale et d'actes particulièrement violents que l'on connaît. Donc, je laisse en réserve cette question des mineurs et je vous en remercie. Donc, qu'il s'agisse en réalité d'adultes ou de mineurs, la question abolition-altération représente pour beaucoup d'entre nous la partie la plus arbitraire et la plus délicate de l'expertise psychiatrique. Alors, bien sûr, tout dépend de l'idéologie de l'expert, des pressions politiques, des attentes de la société, ça a encore été dit tout à l'heure. Et là, il faut admettre qu'il y a une certaine subjectivité qui fonctionne, et je vois le docteur Pénochet qui, non pas sourit, mais développera sûrement. Alors, bien sûr, il peut y avoir des appréciations différentes. Les querelles d'experts, on les connaît. Mais dans ces querelles d'experts, sans les détailler ici, parce que d'autres le feraient avec passion, l'argumentaire qui fait qu'un certain nombre de collègues prennent une option plutôt qu'une autre est parfois très particulière et sort du cadre de l'expertise. Je vais donner un exemple. Ainsi, dans l'affaire Moitouaré, que certains connaissent et je vois certains qui opinent, donc Valentin, 8 ans, avait été tué dans des conditions atroces par Moitouaré. Certains experts avaient même affirmé, je cite, « Il faut un procès pour la famille de Valentin parce que ça va l'aider à se reconstruire
et pour l'auteur des faits, parce que ça contribuera à le ramener dans la communauté humaine. Dans cette situation explicitée par l'expert, ce collègue n'avait pas retenu l'abolition. Et un malade mental peut avoir des gestes cohérents, comme effacer des traces de sang après un crime commis, alors que son discernement était totalement aboli. D'autres estiment qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins d'abolition du discernement que dans les années 80. À l'époque, qui n'est pas si ancienne quand même, quand quelqu'un avait fait un épisode psychiatrique avant la période des faits, on lui accordait facilement le bénéfice de sa maladie mentale, qualifiée à l'époque en général de psychose, et le recours à l'article 64 était fréquent, elle n'était pas contestée. Donc la notion d'altération du discernement introduit par l'article 122 a permis de juger certains malades, mais considérés pas suffisamment malades pour voir leur discernement aboli. C'est aussi prendre en compte, et maintenant j'en ai pas entendu vraiment parler dans la journée, c'était aussi prendre en compte les démarches et les demandes des victimes ou de leur famille, n'acceptant que difficilement l'absence de procès de l'auteur des faits. Enfin, l'expertise, une vérité douteuse, point d'interrogation. Alors, s'agit-il d'un doute au cours de l'expertise qui affecterait l'expert psychiatre dans ce raisonnement, ou d'un doute à la lecture du rapport d'expertise ou de la déposition en cour d'assises, doute qui pourrait assaillir chacun d'entre nous? Et c'est certainement l'impression que certains d'entre nous gardons le plus souvent à l'issue de notre déposition devant la cour d'assises. Alors, je ne suis pas sûr que l'expert prétende à une vérité assurée, à une certitude. Sûrement pas. Le doute a été convoqué à toutes et décliné à tous les éléments de langage possibles de la matinée. Donc, l'expert qui s'adresse à vous n'est pas mu par une certitude convaincue. Il n'ignore pas, l'expert, qu'après un débat va s'en suivre et que même s'il a une conviction, il ne donne qu'un avis. Et si le doute fait partie du raisonnement et de la délibération interne à l'expert, il lui importe quand même de sortir de cette incertitude que je n'appelle pas un doute, mais de la construction de son raisonnement qu'il ne saurait prolonger davantage. Donc le raisonnement et la démarche clinique se doivent de déboucher sur énonciation des conclusions en réponse aux seules questions de la mission, tout en ayant conscience de leurs effets sur les décisions à venir, en se distanciant des conclusions attendues par l'opinion publique. Un dernier point, qui n'est pas ultime, déposition devant la cour d'assises. Lorsqu'elle intervient, cette déposition va prolonger l'avis de l'expert. Vous savez bien, c'est un moment clé du procès pénal qui va placer l'expert en situation d'exposition aux questions, voire aux critiques, dans une temporalité définie par la procédure, avec un acharnement parfois qui sort de la convenance des rapports sociaux entre professionnels. Ça a été dit. Alors, devant la cour d'assises, l'expert devra surtout être en mesure de répondre avec précision aux questions, ce qui peut induire quand même un moment de tension lorsque ces questions l'éloignent des constatations de l'expert et que l'on cherche à lui insuffler une réponse ou à lui opposer l'avis d'un éminent collègue qui aurait écrit tout autre chose sur la situation qui est pourtant à la barre. Dans ces conditions, ces moments qui ne sont pas que des moments symboliques des institutions, l'expert devra pouvoir incarner le contenu de son rapport et bien sûr pouvoir justifier ses analyses et ses conclusions. Donc l'expertise psychiatrique, moment nécessaire dans le déroulement de la procédure, reste un avis qui, selon le contexte, peut faire l'objet d'une contre-expertise et parfois ils sont nécessaires. Et en cas de nouvelle expertise, les divergences entre collègues ne portent que très rarement sur les analyses sémiologiques, le parcours de vie chaotique au moment des faits, mais vont s'exprimer sur les distinctions entre abolition et altération, et plus rarement sur le contrôle des actes et son entrave. D'où les divergences entre experts, vous le savez, ça a été dit. S'il est possible de continuer à énumérer et commenter les querelles d'experts, encore faut-il les contextualiser par rapport au choix de notre société. Voilà, alors peut-être encore quand même, selon le choix de l'expert par rapport aux possibilités de mise en jeu de l'article 122, l'option
théorique ou sociétale de l'expert se révèle dans ce moment-là. Certains continuent à penser, avec une argumentation théorique, qu'il faut responsabiliser le malade mental, ce qui a été soutenu par certains mouvements de pensée du secteur psychologique ou psychiatrique dans les années 80-90. Ainsi, la loi du 24 janvier 22 est venue s'ajouter, le décret d'avril 22, qui va préciser de nouvelles dispositions, au sein desquelles, je cite, la consommation des substances psychoactives est au cœur du dispositif. Donc, des nouvelles questions vont surgir par l'expert qui vont interférer avec le champ médical et le champ juridique. Donc, dans ce contexte, que va devenir la notion de dépendance? Comment établir, je cite, le caractère volontaire de la consommation? Qu'est-ce qu'une consommation temporaire de toxiques? Comment établir leur utilisation dans l'intention de commettre un délit? Il nous semble, à ce moment, être revenu au temps du club des Hachichins et aux travaux moraux du Tour. Dans quelle conscience aussi pourrait avoir la personne des effets attachés à ces consommations de toxiques? Conclusion. L'année 2022 sera-t-elle une année charnière qui en finisse avec l'irresponsabilité pénale reconnue malades mentaux telle qu'elle s'est construite au cours des siècles comme principe moral intangible? Certes, le ministère de la Justice, le ministre de la Justice, avait bien assuré qu'on ne jugerait pas les fous, mais qu'en sera-t-il dans un avenir proche? Les organisateurs du colloque évoquent dans l'intitulé de cette séance de cet après-midi un manque de discernement, point d'interrogation, qui a déjà été relevé par l'intervenant du début d'après-midi, ce qui pourrait n'être qu'une boutade, mais qui sera éclairé par la suite des travaux. Donc, pour un psychiatre, bien des questions restent en suspens. Que reste-t-il à ce stade de la place accordée à l'évaluation médicale? À quoi renvoie ce retour à la recherche d'une éthiopathogénie ciblée, alors que nous avions, au plan médical, tous insisté sur une causalité multifactorielle en psychiatrie, et que cette recherche qui nous est imposée, donc recherche de consommation toxique, n'a pas pour objectif d'orienter les soins. Ce questionnement n'est pas dans une finalité thérapeutique. Donc la question liée à la responsabilité pénale ne mobilise pas les mêmes interrogations et problématiques lorsque nous restons dans le champ judiciaire, c'est-à-dire le point de vue de l'expert psychiatre et du fonctionnement de l'expertise et l'activité d'expert, ou si ces questions sont replacées, recontextualisées dans une mise en perspective sociétale avec l'ensemble des représentations qui s'attachent à la folie, au passage à l'acte criminel, ce qui, depuis le XIXe siècle, fait maintenir intervenir d'autres disciplines émergentes. L'ensemble, et ce sera mon dernier propos, l'ensemble de ces nouvelles dispositions, ainsi que la création de nouvelles incriminations et qualifications, ouvre certes des débats entre magistrats et experts. Elles s'inscrivent surtout dans la préoccupation des pouvoirs publics de parvenir à mettre en place, je cite, des dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental. Dans le cadre de la pratique expertale, cette nouvelle loi rendra nécessaire, vraisemblablement, l'adjonction de nouvelles questions aux missions actuelles, et il ne peut en résulter qu'une complexification de ces missions, un risque de confusion dans les réponses apportées aux questions d'expertise. Il n'en reste pas moins, et je conclurai là-dessus, que c'est au médecin de qualifier de trouble mental ses modalités d'expression et d'en tenir compte et de pouvoir les expliciter. Je vous remercie. Alors, il n'y a pas de questions sur le chat. Est-ce que dans la salle, il y a des questions, des remarques, des observations? Des experts présents, peut-être? Ah, alors, attendez, on va vous donner le micro parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Merci. Donc, Valérie Dervieux, présidente de Chambre d'instruction. Comment vous analysez, puisque vous disiez tout à l'heure qu'au début de l'expertise, vous n'envisagiez pas de parler des faits, sauf à, comment dire, risquer de se heurter à un refus. Comment vous envisagez de notifier le droit au silence? Oui. Le droit au silence. Donc, vous avez le droit de en fait, de notifier le droit au silence au sens juridique du terme, le droit de ne rien dire.
Non, mais je crois que dans ce que j'ai pu dire, elle n'en est pas, ça n'est pas là. Non, l'idée importante quand on s'engage en expertise psychiatrique, c'est de ne pas entamer l'entretien sur la situation concernant par les faits, les faits reprochés, les qualifications retenues et l'ouverture de la procédure. L'entretien démarre sur une mise en situation, une exploration, comme on l'a dit, pas répétée, et dans ce temps et cette dynamique-là, à un moment donné, un passage par les faits et autour des faits et à propos des faits sera évoqué. Pour moi, il n'y a pas un droit au silence en tant que tel. Alors, en fait, je me suis mal exprimée. La Cour de cassation impose désormais, dans les expertises, notamment la notification du droit au silence. Donc, ce n'était pas dans le cadre de votre réflexion de ce professionnel de psychiatre, c'était dans le cadre de la coordination de votre mission avec les exigences de la loi. Je vous remercie de m'éclairer, mais enfin, la dynamique d'un entretien par un psychiatre reste quand même quelque chose d'interne, de personnel, et je vois mal notifier à l'intéressé qu'il a droit au silence. Non, le silence fait partie de l'expertise, la réticence aussi, l'opposition sûrement, le déni des faits reprochés, tout à fait. Mais le droit au silence me paraît sortir totalement du champ d'expertise. S'agissant des faits ou de l'évocation de la vie personnelle ou de la vie des antécédents d'intéressés. C'est un autre plan. Je vous en prie. C'est une obligation légale maintenant. Non, mais, je peux en tenir compte et l'entendre, mais le fonctionnement d'un entretien reste quand même, non pas l'apanage, mais on est formé à cette dynamique d'entretien. Le point de vue, les silences, les refus, la duplicité, la complicité, tout ça fait partie d'une dynamique. J'étais pas là, j'ai rien fait, je suis tout à fait d'accord, mais qu'est-ce qu'il en est de l'implication de l'intéressé dans ce qu'il peut dire de sa vie, des silences dans la période concernée par les faits, de l'état psychique dans lequel il pouvait être, tout ça fait partie d'une dynamique. Après, le droit au silence, je n'ai pas l'intention de faire parler qui que ce soit, mais quand même, ça ne rentre pas dans le cadre de l'expertise, me semble-t-il. Oui, je crois qu'il y a une incompréhension. C'est vrai que le docteur explique que quand on commence un entretien psychiatrique, on ne parle pas nécessairement des faits, mais c'est vrai la question du droit au silence concerne l'évocation des faits, les faits qui sont reprochés à l'individu. C'est là où effectivement on lui dit qu'il a le droit de garder le silence à propos des faits et de ne rien dire, alors que lorsqu'on parle de sa vie, de son parcours biographique, de sa vie professionnelle, de ses antécédents psychopathologiques, là, il s'exprime librement. Mais le droit au silence concerne principalement, je crois, uniquement la question des faits qui lui sont reprochés. Je crois que c'est à ce niveau qu'il y a... C'est à ce niveau parce que s'il y a un droit au silence, dès le début, l'entretien ne se déroule pas. C'est ce qui arrive et parfois quand l'individu dit que je n'ai rien à vous dire et puis on s'arrête là. Mais bien sûr. Merci d'éclairer autrement. Mais quand il s'agit, on voit beaucoup en ce moment d'expertise d'auteurs de violences conjugales, on voit mal comment procéder une expertise psychiatrique dans ces situations si à un moment donné, on ne peut pas évoquer les relations, le mode de relation, les discontinuités de relations conjugales qui débouchent sur les passages à l'acte hétéro-agressifs et qui passent aux urgences et avec des ITT à la suite. Donc, on risque dans les procédures la nullité de l'expertise s'il n'y a pas une notification du droit au silence. Donc, je comprends bien ce qui est dit, évidemment, c'est que le droit au silence ne concerne que les faits et non pas l'analyse que vous pouvez faire et donc la fonction même d'expert. Je constate simplement et je m'interrogeais, compte tenu de cette obligation légale de notifier le droit au silence et que ce soit inscrit dans l'expertise, sur la manière dont vous alliez appréhender cette obligation légale qui, si elle n'est pas respectée, est de nature à entraîner la nullité de l'expertise. C'était ça ma question. Ce n'était pas une incompréhension sur la différence entre les faits et votre analyse. Écoutez, je pense que le travail de l'expert ne s'est pas facilité au cours de ces années. Ouais. Non mais... Oui, vas-y.
Moi, ça ne m'a pas posé un seul problème, hein. Je dis bonjour et je continue ma phrase en disant qu'il a la possibilité, selon la loi, de garder le silence. Et puis, j'enchaîne en disant, si ça ne vous dérange pas, on va faire un petit tour sur votre biographie, sur ce qui s'est passé, puis ça se passe très bien. Non, je crois qu'il ne faut pas quand même… hein. Voilà. Et donc, moi, j'écris systématiquement que l'entretien a eu lieu et que l'intéressé a été informé de son droit à garder le silence. Voilà. Il le savait bien qu'il pouvait le faire. Oui, mais tout est dans la notification. Pas de notification, validité contestée. Expert fatigué. Ne changera pas les conclusions d'expertise. Professeur Bubergès, je me demande quand même si cette remarque sur le fait de pouvoir garder le silence sur les faits, donc si cette notification ne va pas un petit peu plus loin et ne va pas être utilisée par certains avocats. Je pense qu'il convient d'être beaucoup plus prudent par rapport à ce qui concerne les faits et à ce qui va s'écrire sur les faits. Parce que certaines personnes ont vraiment une certaine jouissance à reparler avec beaucoup de détails des faits. Ce qui va bien sûr avec des caractéristiques de personnalité, et pas seulement des caractéristiques pathologiques. Donc, il me semble que ce que nous faisions il y a quelques années, dire qu'il pouvait garder le silence, est-ce qu'il acceptait l'expertise, ne suffit plus. Je crois que ça ne va plus suffire pour les nouveaux experts. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on vous remercie, Monsieur Schweitzer, pour votre intervention.